Le rock qui fait la fierté du Cameroun, c'est lui. Francis Ngannou pose en costume vert et cravate jaune, clin d'œil au drapeau de son pays, après avoir conservé son titre de champion du monde des lourds de l'UFC, la prestigieuse Ligue mondiale d'arts martiaux mixtes. En battant le Français Cyril Gane le 22 janvier en Californie, Predator a montré qu'il était toujours le plus fort. J'étais le champion, je suis le champion et je reste le champion. Indépendamment de tout ce qu'on raconte, au final, le boss, c'est moi et je l'ai prouvé ce soir. Un champion né dans la pauvreté qui ne rêvait que de boxer. En 2012, il prend le chemin de l'exil, tente 7 fois la traversée de la Méditerranée, passe 2 mois en prison en Espagne avant de débarquer à Paris sans papier, sans argent. 10 ans plus tard, l'ex-sans-abri vit dans une villa à Los Angeles et gagne près de 500 000 € par combat. Ce destin extraordinaire lui vaut d'être adulé dans son village natal de Batié, dans l'ouest du Cameroun. Ici, les habitants sont convaincus. C'est de la terre de ses ancêtres qu'il a toujours respecté, où il vient souvent se ressourcer, que l'enfant du pays puise sa force. C'est ici que Ngannou Francis buvait de l'eau pour être plus fort, comme vous voyez là. Pour avoir les 1,95 m, c'est à cause de la source qu'il a bu pour avoir les 1,95 m là. Mais il était même plus fort, comme vous voyez là. Adolescent, Francis Ngannou utilise sa force dans ses carrières. Il ramasse du sable qu'il charge dans des camions. Comme de nombreux jeunes du pays, il doit travailler pour gagner un peu d'argent et payer sa scolarité. Le muscle qu'il affichait à ses 17 ans n'était pas... C'était terrible. Et lui-même disait, je serai champion du monde. Lui-même, Francis Ngannou disait, je serai champion du monde. Et il en est ainsi aujourd'hui. Ça fait vraiment notre fierté. Sur les hauteurs de Batié, Francis Ngannou a fait construire une fondation en 2019 pour permettre aux jeunes du pays de s'entraîner et surtout leur donner une chance de croire en eux. Depuis que notre champion, Francis Ngannou, nous a fait faveur et ouvert un club, bon, ça nous a lancé. Bon, j'ai préféré me lancer là-dedans et chercher à faire comment il peut faire pour se évoluer. Batié n'attend plus qu'une chose maintenant, le prochain retour au pays de son enfant béni pour célébrer avec lui son nouveau titre. En mai dernier, ils étaient plus de 2000 à être venus accueillir leur demi-dieu victorieux. Il lui aura fallu 10 ans pour échapper à l'homme qui l'a frappé jusqu'à lui casser les côtes à coups de barre de fer. Aujourd'hui, à l'abri, dans ce centre qui accueille des femmes battues près de Johannesburg, elle exhorte les Sud-Africaines victimes de violences à sortir du silence plus vite qu'elle ne l'a fait elle. Mais cet appel, elle le lance protégée par l'anonymat, car la peur est toujours là. Chaque femme a ses limites. Chaque femme a le moyen de dire non. Je leur dis, allez chercher de l'aide tant qu'il est encore temps, tant que vous êtes encore en vie, tant que vous respirez encore. Il n'existe qu'une centaine de refuges comme celui-ci en Afrique du Sud et ils reçoivent pour certains peu d'argent public. Les violences faites aux femmes sont pourtant un fléau national avec plus de 100 viols recensés chaque jour et un féminicide toutes les 3 heures selon les chiffres officiels. La réalité est donc sans doute bien pire et l'épidémie de Covid-19 a encore aggravé la situation. Il faut en faire beaucoup plus pour donner conscience aux gens de l'ampleur et de la nature du problème, afin qu'ils ne blâment pas la victime ou la survivante. Parce qu'ils disent souvent « tu es resté, en 20 ans tu n'as rien fait ou rien dit, alors pourquoi changer maintenant ?» Pour certaines femmes, c'est le confinement qui a servi de déclic, ne pouvant même plus échapper à leur bourreau le temps d'aller travailler. Elles ont fui leur foyer avec leurs enfants sous le bras. Ce refuge du Cap a vu arriver de plus en plus de victimes depuis 2 ans, des survivantes dont les récits sont glaçants. Avant que je ne quitte la maison, il m'a conduite jusqu'à la plage et il m'a dit « Écoute, c'est ici que je vais te tuer, ici même. Personne ne me quitte et personne ne te trouvera ici. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. » En ce qui me concerne, je ne vois pas de raison de porter plainte contre lui parce que dans 2 semaines, 1 mois, il sera déjà dehors.
Les femmes se plaignent encore du traitement et du manque d'action de la police sud-africaine. Et je pense que tout cela est lié au patriarcat qui est encore très profondément ancré dans notre pays et auquel il faut s'attaquer sérieusement. Alors que les femmes battues se succèdent dans ce refuge avec leurs enfants, en septembre, le Parlement a voté 3 lois pour renforcer l'arsenal répressif. Mais au-delà de la répression, les militants insistent sur l'éducation et la protection des plus jeunes. Les hommes, auteurs de violences, en ont eux-mêmes souvent subi enfant. Une vaste étendue d'eau calme, bordée de collines vertes, mais aussi cette centrale plantée au beau milieu du lac Kivu, l'un des plus grands d'Afrique, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Une centrale électrique unique au monde, Kivu Watt exploite les immenses quantités de gaz piégées au fond d'un lac dit tueur en raison du risque qu'il représente pour ses riverains. Ses près de 500 mètres de profondeur et l'activité volcanique alentour font que le méthane et le dioxyde de carbone s'y accumulent depuis des milliers d'années. Il n'existe que 3 lacs de ce type sur la planète, les 2 autres sont au Cameroun. Le risque avec ce type de lac, c'est qu'il y a une sursaturation de gaz dans l'eau et cela peut déclencher ce que nous appelons une éruption limnique. Une éruption limnique, c'est une énorme explosion de gaz depuis les eaux jusqu'à la surface, ce qui crée des vagues, des tsunamis, etc. Dans les années 80, au Cameroun, cela a tué plus de 1000 personnes. Donc, nous ne voulons pas que cela arrive ici. Surtout qu'ici, la densité de population est tout autre. 2 millions de personnes seraient menacées en cas d'éruption limnique grave qui dégagerait aussi et surtout un énorme nuage toxique. Autant dire qu'en mai dernier, un vent de panique a soufflé sur le lac Kivu lorsque le volcan Nyiragongo a craché une impressionnante coulée de lave. Un arrêt de la centrale a même été envisagé mais n'a finalement pas eu lieu. Le pari de Kivu Watt, c'est de transformer cette menace en opportunité. Retirer du gaz, si c'est fait correctement, ça peut réduire le risque d'éruption limnique. Et bien sûr, si en utilisant ce gaz, nous pouvons aussi aider le pays à se développer en produisant par exemple de l'électricité, alors nous avons 2 opportunités à partir d'une seule menace. À elle seule, la centrale fournit, selon son directeur, 30% de l'énergie consommée au Rwanda. Une énergie qui se vante par ailleurs d'être bien plus verte qu'elle n'en a l'air. Kivu Watt est 5 à 6 fois moins polluante en termes d'émissions de carbone qu'une centrale traditionnelle ou conventionnelle. Je dirais donc que même si nous brûlons du gaz ici, même si c'est une centrale thermique, ça reste considéré comme une source d'énergie propre. Mais pour ce qui est de la réduction des risques, là, difficile d'évaluer l'impact de Kivu Watt. La réserve de gaz est tellement immense qu'il faudrait, selon les experts, des siècles d'extraction pour vraiment voir le niveau de méthane baisser dans le lac. Les habitants de la région vont donc devoir continuer à vivre avec cette menace. Des 2 côtés de la frontière, Rwandais et Congolais racontent les mêmes histoires de mystérieuses disparitions de nageurs asphyxiés ou aspirés par les eaux.